Bon, ben, je vous reprends. On va terminer le SB12. Il est terminé. Presque. J'en suis au nettoyage cosmétique, tout bien nettoyer, tout bien faire briller, etc. J'ai fait les tests, tout va bien. Alors, je vous avais pas parlé d'une chose la dernière fois. J'avais le transfo d'alimentation à changer. Parce qu'il était en 110 et son propriétaire voulait qu'il soit en 220. J'ai donc changé le transfo. Voilà. Petit transfo, hein. Il est lourd, mais il est... voilà. Par un transfo en 220 qui va parfaitement bien, qui est fait exprès pour l'Ampeg SB12. 9. Alors vous allez me dire, c'est un miracle de trouver un transformateur neuf pour un ampli aussi vieux. Eh ben pas du tout. Je vais vous montrer la référence. Alors ça va être à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà. Donc la référence c'est celle-ci. PT114. HTS. Je vais vous dire où je l'ai trouvé. En fait, ça n'existe pas sur étagère, hein. Il faut le faire, faire. C'est à la demande. Il y a une entreprise américaine qui s'occupe de ça, très bien, et qui refait à la demande. Alors il y a un délai de 3 mois. Ça coûte assez cher. J'en ai eu pour 289 €. Attendez que je vérifie. J'en ai eu pour 269 € avec les taxes américaines, le shipping, hein, c'est-à-dire le transport, etc., plus 51 € de douane et de taxes en France. Donc ça fait plus de 300 €. Il y a un délai, j'ai même attendu 4 mois. Hein. C'est fourni avec le schéma de câblage. Parce que les codes couleurs sont différents, mais on retrouve parfaitement tous nos petits, c'est parfait. Et il est donné pour 240 volts, 50 Hz, donc européen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer l'entreprise après, mais je vous explique. Il est donné, celui-là, pour 2 fois 325 volts. C'est-à-dire 650 volts à vide, hein, alternatif. J'étais à 700 volts. Attendez, je regarde le schéma. Je l'ai noté sur le schéma. Oui, j'étais à 732 volts à vide et en charge d'ailleurs, ça ne changeait pas. Avec l'ancien transfo. Je ne sais pas pourquoi ils fournissent un transfo à 650 volts au lieu de 732 qu'il y avait dedans. Alors, il y a tout de même... donc je me suis retrouvé avec une tension d'anode dans les 380 volts, 85 volts, 385 volts, au lieu de 435. Alors, il y a une raison pour ça. Déjà, il y a une raison, il est en 240. Moi, je suis en 230 ici. Donc, on perd un peu de tension à cause du secteur qui est à 230 au lieu de 240. Bon, il n'y a pas d'enroulement en 230 hein, dessus. Ce sont 2 enroulements 120 volts qu'on met en série. Donc, ça fait du 240. Alors, est-ce que c'est important d'avoir cette tension qui est quand même plus faible? Non. Ce que j'ai fait, comme évidemment j'avais une perte de puissance, j'ai remonté le bias, puisque le bias était au minimum. Hein. Je pense que celui-là était un peu beaucoup élevé. Les 78-68 supportent 550 volts max. On était à 435, donc ça allait.
De toute façon, pour les lampes, ça ne change rien. Simplement, j'ai changé le bias et j'ai mis un bias un petit peu plus fort. Je suis à peu près au milieu du potentiomètre, c'est parfait. Et je retrouve mes 23 watts. Alors, vous voyez l'intérêt d'avoir réglé l'ampli à 23 watts. Il est donné pour 25 watts max. Hein. C'est que quand on va passer si quelqu'un chez lui a 240 volts, on va allègrement avoir 25 watts et on sera dans les clous. Donc il vaut mieux toujours, surtout quand on a un secteur à 230 volts, il faut toujours régler un peu bas. Alors autre chose aussi, on est passé en 230 volts, donc le courant de la consommation, si vous voulez, en courant de l'ampli a baissé. La tension, toujours la loi d'Ohm, hein, la tension étant plus élevée, le courant lui a diminué. Donc il faut changer le fusible. Et il est dur. Voilà, c'est un fusible, c'est un long. Normalement, il faut mettre 3 ampères pour le 110 volts, 110, 120 volts. Moi, je suis descendu à 1,6 en retardé, hein, toujours dans les amplis, on met toujours des retardés. Je pourrais descendre à 1,2. Hein. J'ai mesuré la consommation avec ça. Tenez, on va peut-être même... tiens, je vais vous le faire. On va brancher ça là-dessus. Ah oui, là, j'ai rien de branché sur le HP, pas branché dessus. Je m'en fous, j'ai le volume à 0, on débite pas. Hein. Mais attention, hein. Ça, on a le droit de le faire que quand il n'y a aucun son. Je vous montre sa consommation. Donc, je vais l'allumer, vous allez voir l'appel de courant. L'appel de courant, il n'est pas très élevé. Hein. Donc, l'appel de courant, c'est en haut à gauche. Voilà. Vous voyez, on n'a même pas dépassé l'ampère. Hein. Et là, je suis en fonctionnement, donc sans modulation, et je suis à 33 watts. Ça va monter, ah ouais, ça monte un peu, attendez, parce que j'ai pas... Hop là, ça a pris. J'ai pas attendu, j'ai un reflet là, j'ai pas attendu que les lampes chauffent, donc la consommation monte, évidemment. Voilà, on est à peu près stabilisé, 66 watts, 194 kW annuels et 0,3 ampères. Donc vous voyez, on peut mettre un fusible de 1,2 retardé, 1,2 ampères retardé sans problème. Donc je vais le noter. Là j'ai mis un 1,6 pour faire les tests, mais comment ? Mais je vais mettre un 1,2 et puis je mettrai une étiquette pour que les gens sachent que ça a changé. Voilà, donc là on a un ampli qui est propre, qui est terminé, qui marche très bien, qui est très silencieux. Je vais vous montrer un peu de l'autre côté ce que j'ai fait en cosmétique sur le cab. Et puis après, on fera les tests guitare. Ah oui, il faut que je vous parle de l'entreprise qui fabrique les transfos. Ils sont très sympas. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a un contact direct, ils répondent immédiatement par mail. On peut même leur téléphoner si on veut. Hein. Et ils sont très réactifs, ils sont très sympas. J'ai rien à redire sur cette entreprise, à part que c'est très, très cool de travailler avec eux. Je vous montre cette entreprise, leur site web. Alors voilà, l'entreprise s'appelle FlipTops. C'est la maison des pièces détachées pour les amoureux des Ampeg. Ils ont tout pour les Ampeg. Le Power Transformer PT114A pour Ampeg SB12, il faut faire très attention quand on le choisit, parce que celui qu'ils ont sur étagère, à 149 €, il est pour 6L6. Alors vous savez qu'il y a deux modèles de
il y a deux modèles de SB12. Il y a des modèles à 6L6 et il y a des modèles à 78-68. Évidemment, nous, on a le modèle 78-68 qui a très peu été vendu. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, on n'en trouve pas beaucoup. Donc, le PT114A n'est pas bon pour les 6L6. Vous voyez, most frequently used with 6L6 power tube. Il a un B+, plus haut que le PT114. Alors, ils m'ont mis le PT114. Alors, moi, j'ai un doute là-dessus. Ça expliquerait peut-être pourquoi j'avais une tension d'anode beaucoup plus élevée qu'avec le transfo d'origine qu'avec celui-là. Peut-être qu'à la fabrication, ils ont mis le même transformateur pour les 6L6 et pour les 78-68. Parce que j'ai quand même 50 volts de différence hein, entre les deux. Donc je me demande si cet ampli n'avait pas d'origine été fabriqué avec un PT114A, c'est-à-dire pour les 6L6. Allez savoir. En tout cas, ça marche très bien. Donc, en fait, quand on veut le PT114 pour les 78-68, il faut faire une commande spéciale. Et le prix, là, ils mettent donc le PT114A, il est à $149. Le PT114 for Ampeg SB12 WIS 78-68 tube version 1, $189. Donc, et plus 80 dollars de frais de port, machin, shipping and handling charge, $269 en tout, plus, comme je vous l'ai dit, la douane. Voilà. Alors, Flip Top, c'est vraiment le paradis des pièces détachées pour Ampeg. Si vous cherchez des pièces détachées pour Ampeg, c'est là qu'il faut aller. Il y a tout, il y a des boutons, il y a des câbles, il y a les poignées. Là, la poignée de l'ampli, elle est morte. Ils refont des poignées à l'identique avec la même couleur, en cuir, très bonne facture. Ils refont tout. Vous pouvez tout trouver. Il y a même du vintage, il y a des haut-parleurs vintage. On trouve des vieux trucs, tenez, regardez ça. Un JBL D130F, j'adore ce HP, qui a été, je crois qu'il a été remembrané. Hein. Oui, Ricon. $300, c'est pas énorme. Alors évidemment, après, on a le port, ça va faire du $400, quoi. En gros, ça, ces HP là, ils sont superbes. Voilà, donc Flip Top. Alors je voulais vous montrer autre chose aussi. Monsieur Jess Oliver, parce que qui est à l'origine des portaflex, de tous les Ampeg portaflex, il y en a eu quand même une bonne dizaine, c'est monsieur Jess Oliver, le voilà, monsieur Jess Oliver. J'ai peut-être une photo un peu mieux, il y en a une... où est-ce que... Voilà. Il y a un article dans Premier Guitare sur ce monsieur qui en fait a été client. Il voulait s'acheter une basse, il était bassiste, il voulait s'acheter une basse, il a été chez Ampeg directement, là où ils sont fabriqués. Et il a tellement impressionné les gens d'Ampeg qu'ils l'ont embauché, et c'est devenu le père de tous les portaflex qu'on connaît, SB15, SB12, etc. Il y en a eu pas mal. Voilà. Donc si vous voulez... Alors il est moins connu que Jim Marshall, il est moins connu que Leo Fender, mais c'est quand même quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'amplification de la basse, en tout cas. Alors ce monsieur-là, Jess Oliver, était quand même quelqu'un d'assez tordu. Hein. Je vais vous montrer quelque chose qui est étonnant. Je sais si j'arrive à le retrouver, je ne sais plus où c'est. Il a monté son entreprise. Il a monté sa compagnie en 1966 en ayant quitté Ampeg. Il a démissionné d'Ampeg et il a monté l'Oliver Sound Company. Et cette Oliver Sound Company a fait des trucs absolument incroyables, comme ce Powerflex 502. Alors vous allez dire, bah oui, c'est une tête avec un baffle. Eh oui, sauf que là, la tête,
Elle monte et elle descend électriquement à l'intérieur du baffle. Grâce à ce système-là, vous voyez le système là? Un moteur avec une roue caoutchoutée qui fait tourner un axe fileté et qui va permettre de faire monter la tête de l'intérieur du baffle jusqu'ici. Vous voyez, il y a un bouton là. Et c'est le bouton qui permet Mais c'est... Je sais pas, il faut avoir un drôle d'esprit quand même pour faire ce genre de choses, surtout qu'au niveau fiabilité, je suis pas sûr que ce soit idéal. Hein. Bref, si vous voulez Talk Bass, c'est un forum si vous voulez avoir pas mal d'informations sur les Ampeg. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'informations sur Talk Bass. Donc ça, on l'a vu. Ça, bon, bah, c'est les Oliver Powerflex. Là, c'est sur Retrofret. Donc ils en parlent. Alors, bon, on voit le système. Hein, avec la tête qui sort de l'ampli, de l'intérieur de l'ampli. C'est extraordinaire. Alors je voulais vous montrer le manuel. Donc vous voyez bon, bah, le système, hein, on retourne la tête, etc. Et il y a différents modèles. Hein. Ici on voit qu'il y a des prises d'extension speaker que je n'ai pas moi sur le SB12 que j'ai ici. Ampeg a fabriquer aussi une basse électrique avec le système de pick-up ici, là. Une contrebasse plutôt, parce que on est plutôt là sur la contrebasse. Hein. Ils appellent ça une électronique basse, et voilà les micros magnétiques avec le système potentiomètre et puis micro pick-up. Pick-up bar assembly, ouais, c'est ça. Ils avaient aussi un autre système. Ce système-là, l'Ampeg 800S Stereo Upright Bass and Pin Pickup. Alors c'était pour les contrebasses. Et ça se mettait à l'intérieur de la contrebasse. Et il y avait deux pick-up. Il y en avait un ici et un là. Un interne et un externe. Ça, c'était le pied de la contrebasse qui sortait par l'arrière de la contrebasse avec le jack. Ça, c'était le pick-up externe avec un bouton de volume. Là, la sortie. Là, un deuxième micro. Là, l'intérieur du micro externe. Voilà. Donc à vendre là. Mais apparemment, il ne marche plus parce qu'apparemment, le gars dit que c'était des micros cristal, piezo, hein. Piezo évidemment, j'imagine. Et donc il dit que ça vieillissait assez mal, ce qui est vrai pour les piezo. Et qu'il y a un équivalent Shure, on peut trouver encore des choses. Bon, ça c'est anecdotique, mais c'est intéressant quand même de revoir ça. Ici, on a une photo de la contrebasse Ampeg avec le micro. Voilà, vous avez une vidéo aussi d'interview de Jess Oliver, probablement une des dernières qu'il a faites parce qu'il n'est pas tout jeune. Suis Ampeg TV. Voilà, bah écoutez, la prochaine étape, ça va être de finir le remontage du portaflex sur le support. Il n'y a plus grand chose à faire. Hein. Et puis on va se faire un petit test. Hein. Je vais essayer de vous faire un test avec une guitare parce que j'ai pas de basse. Mais voilà, je vais vous faire écouter quand même un peu. Allez, à tout de suite pour vous. Alors le HP, comme vous voyez, il est bien poussiéreux. Alors pour nettoyer un HP poussiéreux, comme ça, il faut prendre un pinceau très souple.
un aspirateur et puis bien nettoyer. En évitant d'en mettre, bon là c'est protégé, mais il ne faudrait pas que ça passe au travers parce qu'après il y a l'entrefer et ça peut être embêtant. Ici, comme vous pouvez le voir, ça a été redécoupé pour mettre un 15 pouces. C'est pas trop mal fait. Par contre, au niveau visserie, ça va pas très bien. Et le problème, c'est que le tissu, là, a été très bien remis. Vous voyez, il y a des clous. Alors, il y a des clous toutes les 2 cm à peu près. Ça a été assez bien fait. Alors, il va falloir que je l'enlève. Il faudrait en théorie que je l'enlève pour remettre des vis là où il en manque une ici. Il en manque une là. En théorie, il faudrait que j'enlève le tissu. J'ai pas trop envie. Je pense que je vais plutôt visser de ce côté-là. Essayer de remettre des vis. Je peux pas mettre des vis là ici. Je vais tout bousiller. Donc on va voir. Donc pour remettre la plaque, il faut la mettre de travers, sinon ça rentre pas. Et c'est du sport, quand il y a le HP dessus, c'est du sport. Et je suis obligé de le mettre avec le HP dessus, parce qu'après je peux plus mettre le HP. C'est trop difficile d'aller visser le HP tout au fond. Donc c'est du sport. Et alors ce qu'ils ont fait, c'est comme c'est difficile d'enlever la plaque avec le gros HP dessus, ils ont limé tous les bords. Là, les bords ont été limés pour que ça puisse passer avec le gros HP, parce que le gros HP est profond. Alors le HP, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà. Alors on a affaire à un HP 16 ohms. 137, c'est le code, c'est AIE ou AEI, je me rappelle jamais. 137, c'est CTS, donc comme les potentiomètres, hein, CTS. 7013, 13e semaine de 1970, donc ce HP date de 1970. Et on a une information intéressante, 1503G3, 15 c'est le nombre de pouces, 3 c'est 16 ohms, et G3 ça veut dire pour guitare. Et il y a un autre truc ici, alors je n'arrive pas à lire, on dirait custom ou custom, électronique, non, je sais pas ce que ça veut dire, ça, si vous savez. On dirait un CRUSTONE, Crustone, ou je sais pas, ou Rustone, je sais pas du tout. Si vous avez une idée, alors c'est un squareback, ce qu'on appelle un squareback, c'est-à-dire un aimant carré. Et il pèse une blinde. Il est en très très bon état, comme vous pouvez le voir, la membrane est en super état, il faut nettoyer et puis c'est tout. Voilà donc pour le HP. Très beau bébé. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur là-dessus. Bon, évidemment, je vais tout nettoyer, tout mettre au propre. Alors, pour l'horrible odeur qu'il y a dedans, j'ai pas trouvé ce que c'était. Et je me suis rappelé d'une chose. Je pense que ça vient des cols utilisés à l'époque. J'ai une boîte en bois, une belle boîte en bois qui était une boîte pour un tourne-disque des années 50, qui sent la même odeur. Et je me suis rendu compte que c'était les cols de l'époque qui, en vieillissant, je pense que c'était des cols biologiques, genre colle de poisson ou un truc comme ça. Et je pense que ce sont les cols qui prennent une odeur bizarre en vieillissant. Donc voilà, voilà. Je nettoie tout, je remonte tout, et puis je vous montre le résultat final. Alors, j'ai le volume à 11 heures, le treble à 1 heure, le basse à 1 heure.
Je suis sur une Strat standard Fender américaine, années 90. Je l'ai juste modifié, ouais, si je l'ai modifié quand même un peu. J'ai mis des Mechanics Petzl à blocage et j'ai mis des micros Q-Pickup 7 Gilmour. J'ai essayé basse à fond. Je fais une ligne de basse sur la grosse corde, le gros mi pour voir. Il y a un peu moins de basse sur l'entrée instrument, ce qui est normal, hein, puisque c'est l'entrée instrument. Moi, je préfère, même pour la guitare, je préfère la basse. C'est plus sympa. Bon, c'est un joli petit ampli, alors je conseille de ne rien mettre dessus, déjà parce que ça chauffe à mort. Et puis, il faut que ça... Alors, c'est très chaud. C'est chaud, hein, c'est chaud. Ah ouais. On peut tenir un café au chaud dessus, hein, sans problème. Ouais, j'ai presque du mal à garder la main. Moi, je suis assez sensible à la chaleur pour les mains, mais c'est assez chaud quand même, hein.
bah voilà, il marche très bien. Moi, je trouve qu'il sonne super pour la guitare, c'est vachement bien. C'est pas très puissant. Je pense que quand même ce petit 23 watts a du mal à driver le 15 pouces, hein, quand même. Mais bon, ça le fait. Ça le fait. De toute façon, je suis au volume, je suis à 11 heures, hein, donc bon. Bon, ben voilà, ben écoutez, ça clôt la série SB12, hein, je dis une série, mais bon, ça n'en sera qu'un. Et puis, comment dire, il n'y en aura peut-être pas d'autres parce que c'est pas très courant, hein, comme ampli. Alors, une chose là que vous pouvez peut-être pas vous en rendre compte, mais j'ai pas mis de noise gate, rien du tout. Il est hyper silencieux, hyper silencieux. C'est un ampli qui est très très bien né, je trouve. Il est en très bon état. C'est un petit ampli sympathique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon bah écoutez, c'est fait. On passe à autre chose. Donc on va retourner après sur les Marshall. Ou peut-être j'ai peut-être une petite connerie à vous montrer. Petit truc marrant. On verra. Allez, à plus.